Franck Ferrand. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le 29 mai 1953, il y aura donc 60 ans dans 2 semaines, une équipe anglaise partie de Katmandou un mois plus tôt plantait l'Union Jack, le pavillon britannique, sur le toit du monde, l'Everest, à 8848 mètres. Un exploit que Franck Ferrand a choisi de nous raconter aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour cher Franck. Bonjour chère Julia, bonjour à tous. Les noms de Calaz, Mallory, Noël, Irvine, Hilary, on va y venir, et Norgay sont un peu oubliés de nos jours des personnes étrangères au monde de l'alpinisme. Alors nous allons les célébrer aujourd'hui et faire revivre ce tour de force extraordinaire, la conquête de l'Everest. Dites-vous que ces pionniers n'étaient pas, loin de là, les premiers à tenter d'escalader le point culminant de l'Himalaya et donc de la planète. Avant eux, de 1921 à 1953, une dizaine d'expéditions s'y étaient cassées les dents. Alors 2 beaux ouvrages ont été publiés pour marquer ce 60e anniversaire. Oui, on peut presque parler de monument de papier. D'abord le luxueux album d'Yves de Chazourne, Un géant et des hommes, aux éditions Place des Victoires. C'est un livre qui est une sorte d'objet d'art à lui tout seul. Et puis la traduction du livre anniversaire de Lowe et Lewis Jones chez Gallimard, préfacé par Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin et Yves de Chazourne sont avec nous dans ce studio et on peut dire qu'ils ont laissé les piolets et les crampons à l'entrée. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Quoi de plus fort, de plus stimulant, quoi de plus radiophonique aussi, disons-le, que le récit de ces grands exploits gratuits où l'homme n'a d'autre ambition que de se dépasser pour aller conquérir l'inaccessible, en l'occurrence les plus hautes cimes. J'ai encore dans l'oreille, pour ma part, la voix de Roger Frison-Roche racontant l'opposition constante dans le froid, dans l'atmosphère raréfiée, enfin l'oxygène raréfié, cette opposition de la griserie des cimes et de la nécessaire concentration sur les détails de l'ascension. Rappelez-vous Servetta, le héros de Premier de Cordée, les alpinistes se souciant peu du paysage grimpaient, indifférents à la majesté du site. À chaque emplacement de repos, Servetta jetait un rapide coup d'œil vers l'est. Le soleil était encore caché par l'aiguille verte, toute proche, mais des rougeurs inquiétantes plaquaient le ciel, auréolant sa calotte de glace, et de longs écheveaux pourpres s'effilochaient entre les 4 et 5 000 mètres. Il y a quelques mois, nous parlions de l'exploit de Maurice Herzog, vainqueur de l'Annapurna en 1950, une victoire qui à l'époque avait été un véritable phénomène, un électrochoc pour l'opinion française. En préparant l'émission sur l'Annapurna, j'avais aussi pu mesurer l'ampleur de la polémique, rappelez-vous, au sujet de cet exploit, une dispute bien française et qui pour l'essentiel cristallisait autour de l'opposition de personnalité et de conception entre Louis Lachenal et Maurice Herzog. Ce dernier est décédé il y a quelques mois, c'était le 13 décembre dernier. En 1953, donc 3 ans après l'exploit des Français, une expédition britannique, menée par le général Hunt, va grimper plus haut encore qu'à la cime de l'Annapurna. Cette fois, c'est carrément l'Everest qui est vaincu après tant de tentatives vaines. Et ce sont un Néo-Zélandais, Edmund Hillary, et son Sherpa, Tenzing Norgay, qui seront les premiers hommes sur le toit du monde. L'Everest, écrit Jean-Christophe Ruffin, est un mythe d'une nature particulière, double. Certes, il est d'abord une construction intellectuelle. Il répond à une idée présente dans l'esprit humain bien avant qu'un géographe anglais ne vienne lui donner une réalité, celle de toit du monde. Il se nourrit du fantasme des régions inaccessibles, des lieux où la vie n'est peut-être plus possible, où la Terre devient une autre planète, faite de nuées, de rocs et de glace. Le point le plus haut du monde fait rêver parce qu'il est en même temps le plus près du ciel. Mais en même temps, l'Everest est une réalité parfaitement concrète. C'est une montagne avec ses arêtes et ses faces, ses cols et ses séracs. À la jonction des deux natures de l'Everest, il y eut et il y a toujours l'aventure de la conquête. Réaliser le fantasme en s'élevant pas à pas dans les pentes, en s'installant des cordes fixes et des échelles.
ceci fut accompli par Edmund Hillary et Tenzing Norgay le 29 mai 1953. Le moment fut unique et il conclut une longue histoire. Une autre s'ouvrait et cette autre histoire, nous en évoquerons les prémices dans la fin de cette émission. Pour le moment, ce que je vous propose de découvrir, eh bien, c'est toute la succession d'événements qui ont conduit à cette victoire extraordinaire de l'humanité sur les éléments, à cette... Europe 1 de la BO du film Himalaya, l'enfance d'un chef. Dans un court instant, nous partons à la conquête de l'Everest. Franck Ferrand sur Europe 1. Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Yves de Chazourne, auteur notamment d'Un géant et des hommes, 1921-1953, les pionniers de l'Everest, aux éditions Place des Victoires, et Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Il a préfacé l'ouvrage Everest, la conquête de George Low et Hugh Lewis Jones chez Gallimard. Bonjour messieurs, merci de venir faire souffler dans ce studio un peu du vent de l'Himalaya. Alors avant d'aller justement dans l'Himalaya, ce que j'aimerais, Jean-Christophe Ruffin, c'est que nous revenions un peu sur l'histoire de l'alpinisme. Car ce qu'il faut bien avoir constamment à l'esprit dès qu'on parle de ce genre d'exploits, c'est que ce sont des exploits récents, modernes. Pendant des siècles et même pendant des millénaires, les hommes se gardaient bien d'aller tutoyer les cimes. Oui, les montagnes étaient considérées comme des endroits de maléfices, de danger. Il y avait quand même des chasseurs de chamois qui se promenaient, et puis des cristalliers qui allaient dans les Alpes en particulier. Voilà, mais enfin c'était un petit peu des braconniers de la montagne. Et peu à peu, on se met à découvrir la montagne. En même temps d'ailleurs qu'on découvre la géologie, ça n'est pas un hasard, c'est cette passion du XVIIIe siècle pour les roches et pour les phénomènes naturels qui va guider les hommes vers les sommets. Oui, il y a une quête d'abord scientifique. Un homme comme Horace Bénédicte de Saussure, par exemple, qui était fasciné par le Mont Blanc, qui était suisse, qui était genevois et qui a financé, qui a lancé une sorte de concours à qui gravirait le premier le Mont Blanc, c'était d'abord un scientifique. D'ailleurs, il est monté ensuite, il a fait ensuite l'ascension. Une fois que Paccard et Balma ont fait la première ascension, il est monté à son tour avec tout un tas d'appareils pour mesurer la température, la pression, etc. C'est amusant comme ce Mont Blanc aura été finalement, on peut dire, le père des sommets. C'est le premier et c'est celui qu'on continue encore aujourd'hui d'ailleurs à vouloir vaincre ou gravir. Oui, hélas, parce que le Mont Blanc est un peu, j'allais dire, la montagne qui cache les autres. Il y a une surfréquentation du Mont Blanc, mais ça c'est un autre problème. Et il y a d'ailleurs un nouveau refuge qui va être inauguré cette année sur l'aiguille du Goutet parce que on vient du monde entier pour faire le Mont Blanc. Alors il y a plusieurs années maintenant, j'avais raconté l'ascension du Cervin, ce drame, on peut dire, qui a lieu en 1864. C'est à la fois extraordinaire sur un plan sportif, c'est une très grande aventure humaine, et puis en même temps, ça se solde par plusieurs morts. Et ça a beaucoup fait de mal à la notion même d'alpinisme, d'ailleurs, à l'époque. Ça crée cette notion au fond, de risque inutile, d'autant plus qu'il y avait parmi les 4 morts, il y avait un membre de la famille, non pas de la famille royale, mais enfin un aristocrate anglais qui était assez en vue à la cour. Tout ça tourne autour d'un personnage qui était le personnage de Whymper. Whymper est le grand découvreur en fait des Alpes. C'est un Anglais qui était d'ailleurs un dessinateur qui passait ses étés dans les Alpes, qui a tout découvert, on peut dire. C'est incroyable. Il a fait en quelques jours d'ailleurs, parce qu'il avait une puissance il n'y avait pas de refuge à l'époque. Il a quand même fait la première ascension, par exemple, des Grandes Jorasses pour aller voir l'aiguille verte qu'il a gravi 2 jours après par le couloir qui porte son nom. Voilà, c'était un homme extraordinaire. Et malheureusement, comme il le dit, sa vie a changé en 1 seconde quand cette corde s'est cassée à la descente du Cervin. Et là, ça a été le drame, et ça a été effectivement l'inscription de l'alpinisme dans une histoire beaucoup plus dramatique et dramatisée. Évidemment, et comme par hasard, ça intéresse aussitôt la presse. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que peu à peu, à partir des années 1870-80, le matériel va se raffiner, va devenir de plus en plus efficace, Yves de Chazourne. Oui, tout à fait. Parce on s'équipe. On s'équipe, on progresse. Plus tard, on profitera de toutes les expériences qui sont ramenées de l'exploration des pôles à partir des années 1890 jusqu'à la victoire sur le pôle Nord et sur le pôle Sud, avant la guerre. Donc le matériel n'a cessé de progresser et les équipements aussi. Par exemple, la première expédition sur l'Everest en 1921, puisque tout part de là, les cordes étaient en chanvre ou en soie, c'était des cordes très fines. Les brodequins, c'était des brodequins avec 10 clous, enfin 10 pointes. Ils n'avaient pas de pitons.
pas de piton, pas d'oxygène non plus. Donc la première expédition, où on a commencé à voir un héros, celui qui viendra le héros britannique, George Mallory, il était de cette première expédition qui était une expédition de reconnaissance. Donc effectivement, rien à voir avec le matériel d'aujourd'hui. Oui, il y avait un petit côté amateur. On dit qu'il portait des lunettes de soudeur notamment. Alors des lunettes de soudeur, des casques en cuir de pilote, vraiment du matériel de néophytes. C'était des gentlemen, la plupart étaient d'ailleurs des scientifiques. C'était pas leur métier principal, c'était pas des professionnels du tout. Ça c'est aussi la différence avec aujourd'hui. Nous avons bien compris maintenant que l'alpinisme est une discipline récente. Alors pour ce qui est de l'alpinisme himalayen, c'est une discipline très récente, ne serait-ce que parce que l'Himalaya, on ne l'a découvert et on a commencé à le cartographier que très récemment. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Un extrait sur Europe 1 d'une musique traditionnelle népalaise du groupe Sursouda, Franck. Ah oui, parce que nous arrivons à pied d'œuvre, si je puis dire. Nous sommes au pied de cette extraordinaire chaîne de l'Himalaya. Ça, c'est vraiment une découverte du milieu du 19e siècle, Yves de Chazourne. Oui, alors il est né officiellement en 1852. Là, avant l'Everest, on l'avait même pas vu, pas aperçu. Et depuis les années 1820 et pendant 20 ans, donc des Anglais, parce que l'Inde était évidemment britannique à l'époque, ont commencé à cartographier à l'aide de mesures trigonométriques et en partant de très loin, parce qu'on ne pouvait pas approcher de l'Everest, on ne pouvait pas rentrer dans le Népal, par exemple, ni dans le Tibet à l'époque, et donc on faisait des mesures à 150, 200 km avec des énormes appareils qui s'appelaient des théodolites. Il fallait 12 porteurs pour les porter, ça faisait à peu près 500 kilos, et on a commencé à deviner qu'il y avait une montagne plus haute que celle qu'on avait considérée jusqu'à là comme le sommet de la Terre. Alors je feuillette, tout en présentant cette émission, je feuillette vos deux albums qui sont très richement iconographiés, puisqu'on a énormément de photographies sur l'Everest et sur cet exploit de 1953. Et ce qui frappe lorsqu'on voit des photos de l'Everest, on est toujours obligé d'ailleurs de se reporter à la légende, parce qu'on se dit est-ce que c'est bien lui ? Oui, c'est lui. C'est que, évidemment, en fonction des angles de prise de vue et en fonction des points de vue, il n'a pas l'air si élevé que ça. Ça n'est pas il faut pas imaginer une aiguille, c'est quelque chose... Non, parce qu'il repose sur un plateau continental qui est déjà à 5000 mètres. D'ailleurs, sur ce plateau vivent des hommes, notamment des Sherpas, là, une tribu qui venait du Tibet autrefois, au XVe siècle, qui s'est installée là, qui était un peuple et qui a donné son nom évidemment maintenant à un métier de Sherpa. Et donc, ils vivaient à peu près à 5500 mètres d'altitude. Et c'est vrai que l'Everest n'est pas le plus impressionnant, ni le plus difficile. Alors justement, vous qui êtes alpiniste, Jean-Christophe Ruffin, vous connaissez, vous savez ce que c'est que la haute montagne. Est-ce que chez les alpinistes, cet Himalaya en général et l'Everest en particulier sont considérés comme des sommets difficiles ? Ils sont difficiles à cause de l'altitude, bien entendu. Oui, évidemment. Et puis ils sont difficiles parce qu'il faut une logistique très complexe pour y parvenir. Il faut ce sont de véritables expéditions. Mais techniquement, si vous voulez, la technique alpine elle-même, la technique d'escalade elle-même est assez rudimentaire. En fond, ce sont ce qu'on appelle en alpinisme des bavantes. C'est-à-dire c'est des grandes marches sur des glaces. Donc c'est très long. C'est très long. C'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de sérac. Il y a beaucoup de, vous savez, ce sont les fronts glaciaires qui tombent sans prévenir, sans crier gare. Comme des espèces de sucre énormes qui vous tombent dessus et qui peuvent même parfois ensevelir les camps de base. Il y a des passages qui sont particulièrement difficiles, périlleux. Il y a ce qu'on appelle l'icefall, c'est-à-dire cette cascade de glace qui permet d'accéder aux voies au-dessus. Bon, mais si vous voulez, je dis pas qu'il y a un certain mépris, pas du tout. Il y a un grand respect pour les himalayistes, mais pour les grands alpinistes alpins, si je puis dire, techniquement, c'est tout à fait autre chose et c'est beaucoup plus des voyages que des ascensions à leurs yeux, enfin des ascensions techniques, je veux dire. Alors ce qu'il faut dire, c'est que à partir de 1921, un certain nombre d'expéditions vont partir à l'assaut de cet Everest et que c'est très difficile pour elle. La première, c'est 1921, c'est ça ? La première de 10, 7 du côté tibétain, puisque le Tibet était ouvert surtout aux Anglais. Il y avait une permission que le Dalai Lama donnait au compte-gouttes d'année en année. Donc il y en a eu 7 du côté tibétain et 3 du côté népalais avant la victoire de 53. Donc la première, c'est effectivement celle de 1921.
Alors cette première expédition de 1921, on peut dire qu'elle ne s'était pas donné tous les moyens pour réussir. C'est peut-être ça le problème. Au départ, elle n'était pas d'ailleurs destinée à monter jusqu'au sommet. Oui, voilà. C'était surtout voir par où on pouvait passer du côté du Tibet, puisqu'à ce moment-là, on est du côté du Tibet, et quelles étaient les voies les plus accessibles, les moins dangereuses, celles qui pourraient permettre éventuellement un jour d'arriver sur le sommet de l'Everest. Mais dans cette équipe, il y avait un certain George Mallory. Voilà, c'est le nom qu'il faut retenir. Oui, c'est le nom qu'il faut retenir. Celui qui s'acharne. S'il y a un seul nom de toute façon, en dehors de Tenzing Norgay et d'Hilary, s'il y a un seul nom à retenir, c'est George Mallory et son équipier Jeffrey Irvine. Donc le premier qui est monté d'ailleurs très haut quand même, jusqu'au col, ce qu'on appelle le col nord, qui est déjà à 7800 mètres, c'est George Mallory. Oui, alors au cours de la deuxième expédition, il y a des morts. Alors c'est parmi les porteurs en fait, c'est ça. Les premiers morts. Il y a eu une énorme avalanche. Et les 4 cordées, la première cordée, il y avait les alpinistes britanniques, les 3 autres c'était des Sherpas. Et donc là, il y a eu les 7 premiers morts de l'Everest. Il faut savoir que depuis, il y a eu 15 000 personnes qui ont tenté l'Everest. À peu près 5 000 sont arrivés au sommet pour à peu près 350 morts quand même. Ah oui, et ça, c'était les 7 premiers. C'est très meurtrier. Oui, moins que d'autres. Il y a mais la zone de la mort, qu'ils appellent. Il y a une zone dans laquelle... Et d'ailleurs, la particularité, c'est que les cadavres ne sont pas retirés. Donc, tous les ascensionnistes racontent cette même expérience, c'est qu'à un endroit, ils arrivent toujours sur un cadavre comme ça, qui est là gelé au milieu de la voie et que personne n'a jamais récupéré. Ils disparaissent et réapparaissent, ils disparaissent et réapparaissent en fonction de la comme une sorte de rappel. Un rappel à toute l'histoire de l'Everest. Oui. Alors évidemment, on se trouve là à des altitudes tellement impressionnantes que l'oxygène est très rare. Il faut des bouteilles d'oxygène pour... Alors l'Everest a été fait sans oxygène, comme tous les 8000, mais à l'époque, évidemment, il n'était pas concevable de partir sans oxygène. C'est la différence entre l'expédition Mallory et les expéditions suivantes, enfin l'expédition des années 50, c'est que là, dans les années 50, on a pris conscience qu'il y avait une particularité liée à cette haute altitude et qu'il fallait des moyens pour franchir et pour résoudre tous ces problèmes, notamment l'oxygène. Alors il y a une grande question qui se pose, c'est la date de la conquête de l'Everest, parce que certains prétendent que dès 1924, l'Everest était vaincu. Est-ce que c'est vrai? Nous voyons ça dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Vision sur Europe 1, c'est un extrait d'une symphonie alpestre de Richard Strauss, et vous me le demandiez hors antenne, Franck, c'est le Los Angeles Philharmonic Orchestra qui l'interprète. On voit bien que ce ne sont pas les cordes de soie du Berliner qu'on entend sur cette extraordinaire symphonie alpestre de Richard Strauss. Alors, nous avons bien compris que pour accéder dans ces régions extraordinairement élevées de l'Himalaya et pour conquérir l'Everest, il faut s'en donner les moyens. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les expéditions qui peu à peu sont montées à partir des années 20 sont de véritables, des usines à gaz. Ce sont d'énormes expéditions. On ne s'en va pas à 4 pour aller conquérir des sommets comme celui-là, Jean-Christophe Ruffin. Non, ce sont des tonnes de matériel, des centaines de porteurs. Et puis, ces Sherpas qui sont plus que des porteurs, qui sont des... D'ailleurs, on a pris conscience petit à petit, on leur a rendu hommage de plus en plus. Mais au début, ils étaient un peu considérés comme des hommes de portefeuille, quoi. Mais en réalité, ils ont une connaissance de ces vallées, de ces montagnes qui fait d'eux bien plus que des porteurs. Mais enfin, ils sont très nombreux. Et ils sont des porteurs qui sont en même temps un peu, en quelque sorte, des guides, on pourrait dire, oui. Yves de Chazourne. Ce sont des guides, ce sont des gens extraordinaires qui, quand les alpinistes britanniques arrivaient par exemple au camp 5, au camp 6, au camp 7... Oui, parce qu'on établit évidemment des bases progressives. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Sûr, oui. Eh bien, ces Sherpas, eux, faisaient des allers-retours. Ils faisaient des allers-retours parce qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde sur ces plateformes où pouvaient camper les quelques commandos d'assaut, je puis dire, où là il y avait 2, 4, 6 alpinistes maximum, et les Sherpas ne restaient pas sur place. Ils faisaient des allers-retours en permanence en portant des charges de 25-30 kilos. Alors est-ce qu'en 1924, on avait déjà conquis l'Everest ? Ah
C'est une histoire extraordinaire qui a passionné le monde entier, maintenant qui passionne surtout le monde de l'alpinisme britannique. Mais c'est une histoire formidable. Donc Mallory, dont on a parlé toujours tout à l'heure. Oui, alors Mallory, c'est le prototype du gentleman romantique qui sort des public schools britanniques. Lui, il sortait de Cambridge. Il a participé 3 fois à la course d'aviron entre Cambridge et Oxford, etc. Il a étudié les maths et l'histoire. Et professeur. Donc il part, il a 35 ans. Il est parti en 21, il est parti en 22. En 24, donc, il repart, et là, il a vraiment l'intention d'aller au sommet. Au dernier moment, il monte. Il y a eu donc plusieurs expériences, plusieurs duos d'alpinistes qui ont essayé de monter sans succès. Et enfin, il y a le duo Irvine, son jeune collègue de 22 ans, qui l'a choisi au dernier moment. C'était pas lui qui devait partir avec lui. Donc Mallory et Irvine montent. À 12h50, un géologue britannique anglais, l'alpiniste, qui avait trouvé les premiers fossiles à ce moment-là, d'ailleurs, sur l'Everest, il regarde en direction de la crête, il voit 2 petits points. Un de ces petits points aurait franchi le principal obstacle, c'est-à-dire un ressaut d'une 30 de mètres que presque personne ne peut encore aujourd'hui franchir sans corde fixe, sans échelle, etc. Et puis, après, les nuages sont arrivés. Il a dû le regarder la scène pendant 5-10 minutes. Il était à peu près à 100 mètres, donc sans jumelles, bizarrement. Et il a vu ces 2 petits points. Et lui a dit que le premier petit point, c'est-à-dire Mallory probablement, avait franchi ce ressaut. Ensuite, pour monter sur l'Everest, il n'y avait pas tellement de distance. Ils étaient à 200 mètres, 300 mètres maximum. Incroyable. Et puis, les nuages sont arrivés, le rideau s'est fermé, on n'a plus jamais revu ni l'un ni l'autre, ni Irvine, ni Mallory. Quelques années plus tard, en 1933, une autre expédition britannique a trouvé le piolet. On a vu, il y avait des encoches, 3 encoches, on a vu que c'était celui de Irvine. Il a fallu attendre 1999, parce que pendant toutes ces années-là, c'est une obsession. Bien pas sûr. Seulement pour les Britanniques, mais même pour les Américains. Où sont-ils et qu'ont-ils fait ? Voilà, alors ce sont les Américains qui ont trouvé le corps de Mallory à peu près 8300 mètres. En 99, donc. En 99. Et il y a eu d'autres expéditions après, parce qu'il y a un grand mystère. Et il avait toujours dit à sa fille qu'il mettrait la photo de sa femme sur l'Everest. Or, dans les vêtements, dans les poches, parce que les vêtements étaient intacts quand on l'a trouvé en 99, on a trouvé beaucoup de choses, des boîtes d'allumettes, de boussoles, altimètres, etc., mais pas la photo de sa femme. Cela dit, je sais pas ce qu'on pense que Jean-Christophe Ruffin, disons que sur les gens, parce qu'il y a des gens qui ont refait dans les mêmes conditions, la même expédition, etc. Il y a eu 7-8 expéditions pour trouver l'appareil photo qui a disparu. Et c'est peut-être l'appareil photo qui donnerait la preuve ultime. Mais bon, dans le monde de l'alpinisme, on pense à 75% qu'il n'a pas pu atteindre et qu'il est mort au retour. Il faisait nuit. On a trouvé ses gants, ses lunettes dans sa poche. Donc il devait faire nuit, probablement. Et le mystère continue. Mais il y aura d'autres expéditions. 75% pensent qu'il n'y est pas allé, mais ça veut dire que 25% oui, en gros, pensent le contraire. En gros. Alors il va falloir attendre ensuite 1950 pour que les choses changent sur un plan géopolitique, puisque c'est l'ouverture du Népal. Donc évidemment, ça ouvre de toutes nouvelles voies et c'est une révolution et un extraordinaire accélérateur pour les expéditions dans l'Himalaya. Oui, une parenthèse aussi sur le côté militaire de tout ça, parce que ce sont des expéditions à partir du moment où on prend conscience du caractère vraiment collectif de l'effort qu'il va falloir fournir, qui sont très organisés. C'est pas un hasard si c'est un militaire, le colonel Hunt, qui dirige cette expédition, et elles sont assorties, elles sont porteuses d'un enjeu politique très fort aussi pour les nations qui participent à ce concours. Les Français voulaient absolument, dans cette après-guerre où la France avait été occupée, meurtrie, divisée, récupérer une sorte de souveraineté à travers un exploit. C'était Maurice Herzog et la question d'Annapurna. Les Italiens auront le K2, les Anglais vont avoir l'Everest. Voilà. Et en effet, l'ouverture du Népal va permettre, alors là, tout d'un coup, de donner carrière à une exploration beaucoup plus systématique des 8000. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Everest a été vaincu, on se dit que plus rien n'est impossible, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'Everest, effectivement, on l'appelle le 3e pôle. Les Anglais se sont vus voler la victoire au pôle Nord, les Américains. Ah oui. Au pôle Sud, Norvégien, Amundsen. Et là, d'ailleurs, c'est même pas un Anglais qui est arrivé en haut. C'est un sujet de sa majesté. C'est un Néo-Zélandais, c'est un Britannique. Et un Néo-Zélandais. Dans une expédition britannique. Oui, bien sûr. Et alors, est-ce que c'est le Népalais ou est-ce que c'est le Néo-Zélandais qui a été le premier au sommet de l'Everest ? Ça encore, c'est une autre question qu'on se pose. Hillary était un personnage extraordinaire, donc d'une modestie énorme.
Il n'a jamais voulu dire, lui. Il a fallu attendre les mémoires de Tenzing Norgay, qui ne savait pas ni lire ni écrire. Donc le Sherpa. Hein. Du Sherpa, il avait donc donné ses souvenirs que quelqu'un a enregistré. On a fait un livre sur les mémoires de Tenzing Norgay. Et lui dit que c'est le Néo-Zélandais Hillary qui a mis le pied le premier. Il n'y a pas de photo d'Hillary au sommet. Pareil, il n'y a pas de photo d'Hillary. C'est lui qui a pris une photo de Tenzing Norgay. Il a dit, c'était pas le moment d'apprendre à Tenzing Norgay comment il fallait faire des photos. Alors justement, ce récit de Hillary, je l'ai retrouvé là dans une revue des années 1960 et je vais bien entendu vous en lire les meilleurs passages. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Et Franck nous lit maintenant sur Europe 1 des extraits du récit de Hillary. Et oui, aujourd'hui c'est le récit non pas de Franck Ferrand mais de Sir Edmund Hillary, ce personnage extraordinaire et qui donc raconte point par point toute cette ascension historique évidemment. Je vais vous en lire des extraits. Nous escaladons l'énorme face sud de la montagne, écrit Hillary. Au-dessous de nous, des traînées de neige et des nervures rocheuses dominent le cirque ouest en un à-pic de plusieurs milliers de mètres. Entamer dès le matin l'escalade d'un passage difficile et exposé est toujours une épreuve pour les nerfs, et nous ne faisons pas exception. J'ai l'impression que mon lourd fardeau me tire en arrière, vers les immenses pentes situées au-dessous de nous. Mes gestes sont maladroits et je trouve mal mon équilibre. Ma respiration est précipitée et difficile. Mais Tenzing c'est le fameux Sherpa, avance irrésistiblement. Il me reste peu de temps pour rêver. Mes muscles ont vite fait de s'échauffer, mes nerfs de se détendre. Je retrouve mon rythme de vieux grimpeur. Nous sommes à 8500 mètres. Le pic sud se dresse abrupt et formidable juste au-dessus de nos têtes. À droite, il y a les énormes corniches de l'arête sommitale. Nous sommes encore loin du but. Devant nous, l'arête est mince et étroite, mais facilement accessible. Réchauffé, j'ai retrouvé ma forme, je repasse donc en tête. Avec le maximum de prudence, je m'avance sur la pente gauche. Il me semble n'y avoir aucun danger. Avec une confiance accrue, je fais un autre pas et je perds l'équilibre. La croûte a craqué sous le poids de ma jambe et j'enfonce jusqu'au genou. Je mets quelques instants à reprendre mon souffle. Peu à peu, je dégage ma jambe. Je suis presque tiré d'affaire quand la croûte s'effondre sous mon autre pied et je retombe, les deux jambes emprisonnées dans la neige molle et douce. Cette croûte friable est la malédiction de l'alpiniste. C'est fatigant et exaspérant. Par bonheur, j'ai des forces en réserve. Pendant une demi-heure, je continue péniblement. Dans un creux, il y a 2 bouteilles d'oxygène presque complètement recouvertes par la neige. C'est la réserve laissée par Evans et Bourdillon. Je me précipite et à genoux, je dégage une des bouteilles de son enveloppe de glace. Voilà quelque chose de capital. Cela signifie qu'au lieu de faire durer la provision d'oxygène que nous avons sur le dos jusqu'à notre retour au col sud, il suffit que cela dure jusqu'à ce que nous retrouvions cette réserve. Cela nous donne plus d'1 heure de marge. Je mène à nouveau. Il insiste toujours sur cet aspect-là, bien entendu. Un peu plus loin, Hillary nous dit « Le spectacle est terrifiant. Sur l'étroite crête de l'arête, la roche est recouverte d'une mince couche de neige et de glace. Sur la face est, cette glace forme de colossales corniches en surplomb qui n'attendent que le pied imprudent de l'alpiniste pour se détacher et s'effondrer à 3000 mètres plus bas sur le glacier du Kanchung. N'est-ce pas un passage que je distingue là ? Cette pente de neige sur la gauche, bien que très abrupte et dangereuse, est dominée en certains points sur les débordements des monstrueuses corniches, s'étend pratiquement jusqu'à la moitié de l'arête. La bouteille de Tenzing est pratiquement vide, la mienne pas tout à fait. De toute façon, nous avons encore chacun une bouteille pleine. Il m'est encourageant de constater que même à 8750 mètres et sans oxygène, je suis capable de résoudre lentement mais clairement les questions de calcul mental que pose notre approvisionnement en oxygène. Une réponse correcte est indispensable. Toute erreur peut signifier un voyage sans retour. Je suis la brute pente neigeuse à gauche de l'arête. Au premier coup de piolet, mon émoi grandit. La neige aux surprises est cristallisée et dure. En 2 coups, je taille une marche assez large pour nos grosses chaussures d'altitude. Et ce sont des marches solides et stables. J'en taille aussi longtemps que me le permet la longueur de la corde. Nous approchons maintenant de l'endroit où l'une des grandes corniches déborde sur la pente. Tenzing se met en devoir de me rejoindre et en le voyant descendre vers moi, je comprends que quelque chose ne va pas. J'ai été si absorbé par les problèmes techniques que je n'ai guère pensé à lui. J'ai vaguement remarqué qu'il se déplaçait avec une lenteur inusitée.
Je soupçonne son appareil à oxygène d'en être la cause et je l'aide à gagner la plateforme pour l'examiner. Les chandelles de glace pendent du tuyau d'évacuation. Il est presque complètement obstrué par la glace. Avec la main, je vais réussir à en extraire toute la glace. La soupape se remet à fonctionner et Tenzing s'en trouve immédiatement soulagé. J'examine anxieusement la roche. Elle se dresse en travers de l'arête, en une saillie verticale. Je cherche vainement, je ne distingue aucun passage facile, et même pas de passage du tout. Finalement, en désespoir de cause, j'examine l'extrémité droite du ressaut rocheux. Une grande corniche s'en détache, surplombant la face vertigineuse de la montagne, à l'est. Tôt ou tard, elle s'écrasera inévitablement sur la pente. D'ores et déjà, entre le roc et la glace s'est formée une longue et étroite fissure. La fissure est assez large pour nous permettre le passage d'un homme. Elle offre une sécurité bien relative, mais il y a tout de même là un passage. Ma décision est rapide. Tenzing a un excellent point pour assurer. Nous sommes tout près du but. Il faut tenter notre chance. Quelques coups de piolet, encore quelques pas lourds et pénibles, nous sommes au sommet de l'Everest. Vous imaginez, c'est tout à fait extraordinaire ce que nous raconte Hilary. Il est 11h30, avant tout je suis soulagé que la longue et fatigante étape soit achevée, soulagé d'avoir eu assez d'oxygène, de n'avoir pas rencontré d'insurmontables difficultés, d'avoir trouvé au sommet ce cône agréablement arrondi et non une corniche redoutable et inaccessible. De l'étonnement se mêle à ce soulagement, quand je songe que c'est moi, l'heureux mortel, qui ai atteint le but convoité par tant d'autres alpinistes courageux et animés d'une volonté farouche. Il nous est difficile de comprendre que nous avons réussi. Je suis trop fatigué et je sais trop quel long chemin nous sépare de la sécurité pour me sentir transporté d'enthousiasme. Peu à peu, cependant, notre succès s'impose à mon esprit. La satisfaction inonde mon corps d'une douce chaleur, une satisfaction silencieuse, mais plus intense que tout ce que j'ai jamais ressenti auparavant au sommet d'une montagne. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Johnny Hallyday sur Europe 1 avec Himalaya, Franck. C'était tout à fait de circonstance, à avouer. Alors Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont arrivés au sommet de l'Everest. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés là-haut, Yves de Chazourne ? Ils ont manifesté beaucoup de pudeur, bizarrement. Parce que, Tenzing Norgay, c'est la première fois qu'un Sherpa monte au sommet, qui fait partie des équipes d'assaut, il faut également dire ça. Donc, il a entouré les épaules d'Hillary de ses bras, ils se sont tapés un peu dans le dos. Ensuite, Tenzing Norgay s'est agenouillé, il a fait un petit trou dans la neige glacée, et il a mis quelques bonbons, quelques friandises en hommage à la déesse, puisque il a fait les offrandes, les offrandes, l'Everest, c'est le Chomolungma pour les Tibétains et pour les Népalais maintenant, la déesse des vents. Et donc voilà, des offrandes. Et puis Hillary, de son côté, a mis un petit crucifix qui appartenait au colonel Hunt, qui lui avait demandé de mettre au cas où il arriverait au sommet. Et puis ils sont restés un quart d'heure à peu près. Il a quand même pu enlever son... Ils ont eu le temps de planter le drapeau. Il y a eu le drapeau sur le piolet, le piolet de Tenzing Norgay, donc avec les quatre drapeaux des Nations Unies, de l'Angleterre, de l'Inde et du Népal. Voilà, c'est la photo célèbre où on voit Tenzing Norgay, l'unique photo où l'on voit Tenzing Norgay avec son piolet entouré de ses 4 drapeaux. Et après ça, il faut redescendre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'était pas certain que ce soit cette équipe-là qui emporte la victoire, en quelque sorte, puisque, encore une fois, ce sont de très grosses expéditions et que plusieurs équipes se relaient. Oui, et il y a ces équipes d'assaut. Il faut se souvenir qu'on est très peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale et qu'au fond, ça se déroule un petit peu comme le débarquement, avec des équipes par vague, voilà, qui sont... D'ailleurs, c'est une tradition aussi assez ancienne, parce que rappelons-nous que au XVIe siècle, le Mont Aiguille, comme ça a été, le Mont Aiguille près de dans les Alpes, a été conquis par une expédition, parce que le roi à l'époque considérait que cette citadelle
montagneuse ne devait pas lui résister. Donc voilà. Alors c'est une vieille tradition, mais enfin là, ça a pris tout son sens. Après, il faut redescendre, mais vous savez, redescendre, c'est souvent beaucoup plus dangereux, et en tout cas aussi long que de monter. Donc il devait savoir que l'affaire n'était pas terminée pour eux. 11h50 au sommet de l'Everest, c'est une bonne heure. Alors, l'Everest aurait pu être conquis... ça laisse du temps pour redescendre. Et l'oxygène, etc. L'Everest aurait pu être conquis par Tom Bourdillon et Charles Evans. Il en parlait à l'instant. Il en parlait avec les bouteilles qu'ils avaient laissées. À 8760 mètres, il ne restait plus grand-chose. Et c'est grâce d'ailleurs aux bouteilles que ces deux-là ont laissé que l'équipe d'Hilary ensuite avec Tenzing Norgay a réussi. Il y avait des vivres, il y avait des bouteilles d'oxygène. Donc ils leur doivent aussi la victoire. Et ils doivent la victoire aussi aux Suisses l'année précédente, qui sont arrivés à 150 mètres du sommet. Toujours avec Tenzing Norgay et un Suisse avec lequel ils s'entendaient très très bien qui s'appelait Lambert. Et l'équipe britannique ensuite s'est beaucoup servi du ravitaillement laissé à très haute altitude et des bouteilles d'oxygène qui avaient été laissées par les Suisses. Et c'est pour ça que les Anglais ont dit on dédie la moitié de la victoire aux Suisses. D'ailleurs, les éditions Artaud viennent de publier un livre qui s'appelle Himalaya qui reprend le récit de l'expédition des Suisses ainsi que l'expédition Mazot de 78. Alors justement, si la presse, si l'édition et d'une façon plus générale, si l'opinion s'est à ce point passionnée pour ces affaires, c'est que des photographes en ont rapporté un très grand nombre de clichés. Le bel album que vous préfacez aux éditions Gallimard, Jean-Christophe Ruffin, ce sont en partie des photos de George Low, qui nous a quittés il y a très peu de temps d'ailleurs, il y a moins de 2 mois. Ouais. Et il y a beaucoup de ces photos qui sont en couleur, ça c'est assez... Oui. Mais c'était un alpiniste. Ce qu'il faut voir, c'est que les photographes de cette époque étaient des photographes de montagne, sont des alpinistes, étaient des alpinistes. Il y avait dans les Alpes la famille Terrasse, qui existe toujours d'ailleurs, qui est une dynastie de photographes célèbres. Et George Low, lui, c'était un grand alpiniste, c'était un homme qui avait grimpé, d'ailleurs, dans le livre, Hillary lui rend hommage parce qu'ils ont fait pas mal de choses ensemble avant. Mais bon, il avait un matériel qui, à cette époque-là, c'était déjà miniaturisé par rapport aux premières époques. Il fallait monter des chambres et tout ça. Là, c'était des petites rétinas, des petites rétinettes, des petits appareils qui étaient soit avec un soufflet dépliable, comme ça, qu'on ouvrait, soit les Leica, qui étaient les premiers compacts, d'une certaine façon. Et ça a donné lieu, effectivement, à des prises de vue en situation. George Low aurait parfaitement pu, lui aussi, aller au sommet, d'une certaine manière. Il a joué un rôle extrêmement important. Extrêmement important dans l'expédition de 53, vraiment. Et c'est un des 4 ou 5 qui ont joué le rôle primordial. Il n'était pas prévu, il n'était pas inscrit dans les 2 cordées d'assaut. Mais... On peut dire qu'il a été le dernier survivant, d'une certaine façon. C'est le dernier. C'est le dernier qui nous a quittés, oui. Donc là, il n'y a plus de vétérans de cet exploit de 1953. Il faut dire, évidemment, nous allons en célébrer dans 15 jours le 60e anniversaire. Et ces photos n'avaient pas été publiées intégralement comme elles le sont là. Et elles sont particulièrement émouvantes, je trouve, parce que d'abord, on voit le matériel, enfin, c'est très... Et puis, d'abord, elles sont belles. Je trouve que c'est parmi les plus belles, les plus beaux reportages. Et puis, c'est là. C'est le moment. Plus jamais ce sera comme ça. Après, on aura déjà vu l'Everest. Là, ça n'a plus le même attrait. Vous nous dites, Yves de Chazourne, vous nous racontez cette incroyable aventure de 1921 jusqu'en 1953. Vous nous dites pas ce qui s'est passé après, justement. Après, c'est toujours un peu triste pour les pionniers. D'ailleurs, Hillary n'a pas beaucoup aimé l'évolution de l'Everest après. Il s'est beaucoup occupé des Sherpas ensuite. Il a dit que c'était la plus belle partie de sa vie, c'est de s'occuper des Sherpas. Il a fait des écoles, des aéroports, des hôpitaux, etc. C'était un écolo avant l'heure. Donc, il serait terrifié de voir, il est mort il y a une dizaine d'années, de voir ce que c'est devenu. Vous savez qu'il y a régulièrement maintenant des expéditions pour nettoyer l'Everest, notamment le col sud, qui est encombré, en dehors des cadavres, mais qui est encombré de bouteilles d'oxygène, de canettes de boissons, etc. Après, c'est devenu plutôt le sommet des records. Et il faut peut-être parler du plus grand alpiniste de tous les temps, l'Italien Reinhold Messner. Alors lui, c'est extraordinaire, il a accumulé les records. Donc en 78, il monte sans oxygène avec un autre alpiniste. 2 ans plus tard, il monte seul. D'ailleurs, depuis, il n'y a jamais eu d'ascension en solo. Ensuite, il a fait les 14 sommets depuis 8000 mètres, les 14 uniques sommets depuis 8000 mètres. Ensuite, il a fait les 7 sommets
des 7 continents, parce qu'il met Amérique du Nord, Amérique du Sud, les 7 points culminants des 7 continents. Le Grand Chelem. Donc voilà, puis après il y a eu le plus jeune, 13 ans, après il y a eu le plus vieux, il y a eu des handicapés, il y a eu des aveugles. C'est devenu un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un peu aussi, pas ce mépris, mais on considère l'Everest maintenant, on hausse un peu les épaules, mais ça reste quand même tellement extraordinaire. Hélène Picken nous recommande le livre de Wade Davis, Into the Silence, qui raconte justement cet exploit, plutôt qui raconte l'exploit de Mallory, en l'occurrence. Et alors je suis un peu inquiet parce que 2 messages Twitter nous disent: auriez-vous des livres à nous recommander? Alors je pensais avoir été clair, mais je vais être encore plus clair. Donc 2 énormes et magnifiques albums, en tout cas celui qui est énorme, j'espère qu'il n'est pas vendu au poids, celui-là. Un géant et des hommes, 1921-1953, les pionniers de l'Everest, d'Yves de Chazourne, donc toute cette aventure extraordinaire de l'Everest en photo, et puis également en photo avec ces magnifiques clichés de George Lowe, qui vient de mourir, et un des textes de Hugh Lewis Jones, et une préface de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Everest, la conquête, c'est édité chez Gallimard. Vous sortez également un livre, alors là, vous n'en êtes pas le préfacier, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Immortelle randonnée, et c'est à propos de Compostelle, Jean-Christophe Ruffin. Oui, alors ça n'a rien à voir. Là, on est sur du plat. Oui. Sur du plat. Ça monte moins. Oui. D'ailleurs, pour moi, c'était très original, très nouveau de marcher comme ça si longtemps sur du plat. J'ai l'habitude de marcher en montagne, j'aime beaucoup ça. Et là, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, les pieds protestent parce que j'ai, pour la première fois depuis très longtemps, eu des ampoules alors que j'en ai jamais en montagne. Voilà. Et je voulais pas raconter ce pèlerinage, oui. Mais évidemment, je l'ai fait et ça rencontre un très très grand succès. Et j'en suis très heureux parce que c'est un très beau chemin. Et à la différence de l'Everest, il est quand même à la portée de tout le monde. Voilà, ça s'appelle donc Immortelle randonnée. C'est aux éditions Guérin. Ça a obtenu le prix Nomade 2013. Donc vous venez de l'avoir, ce prix. Et puis Michel nous fait remarquer que Himalaya, ça veut dire demeure, Alaya des neiges, donc la demeure des neiges dans la langue locale. C'est bien ça? Il y a plusieurs traductions. Moi, je suis allé voir vraiment l'étymologie chinoise. C'est vraiment Chomolungma. Himalaya, oui, ça veut dire ça, mais Chomolungma, c'est la déesse des vents plutôt. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux.